Bonjour à tous. Dimanche aura lieu le premier tour des élections régionales dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 3 forces politiques se dégagent largement. Nous allons les recevoir cette semaine sur le plateau de la grande interview de la Provence. Mercredi, ce sera l'Union de la gauche et des écologistes avec Jean-Laurent Felizia. Demain, nous recevrons Renaud Muselier, le président sortant, les Républicains. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Thierry Mariani, candidat pour le Rassemblement national. Bonjour Monsieur Mariani. Bonjour. Vous êtes né il y a un peu plus de 62 ans à Orange. Votre parcours politique commence juste avant la création du RPR en 1976. Vous avez été fidèle au parti de Jacques Chirac, puis à l'UMP de Nicolas Sarkozy, puis aux Républicains jusqu'en 2019. C'est sous les couleurs RPR, puis UMP, puis LR que vous avez occupé différentes fonctions, notamment ministre des Transports pendant 1 an et demi sous Nicolas Sarkozy. Vous avez également été maire de Valréas, député du Vaucluse, conseiller régional, conseiller général. Depuis début 2019, vous annoncez que vous quittez les Républicains pour rejoindre aux européennes les listes du Rassemblement national. Vous avez été élu député européen la même année. Vous êtes à la tête des listes Rassemblement national en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Mariani. Les sondages vous donnent favori au premier comme au second tour. Mais au-delà de ce parcours et de l'élection, que pouvez-vous vraiment nous dire de plus sur vous, Monsieur Mariani? Qui êtes-vous vraiment? Écoutez, je crois que vous avez dressé un bon portrait. J'ai adhéré à Aix-en-Provence, d'ailleurs, au RPR, par référence à une certaine idée de la France qui à l'époque était représentée par le général de Gaulle. Je suis resté fidèle à ce parti pendant 42 ans, où j'ai beaucoup admiré des personnalités comme Charles Pasqua, Philippe Séguin. Et puis, après la défaite de Nicolas Sarkozy, j'ai senti progressivement, surtout après l'arrivée de M. Macron, une dérive de ce parti qui de plus en plus penche vers une alliance avec Emmanuel Macron. Et surtout, je voyais en même temps une évolution de ce qui avait été le Front National, ce qui était désormais le Rassemblement National, avec Marine Le Pen, avec des cadres qui ont été rajeunis, avec un programme qui est tout à fait crédible côté du Rassemblement National. Et j'avoue que j'ai presque l'impression de rajeunir, parce que je me retrouve bien plus à l'aise aujourd'hui aux côtés des militants du Rassemblement national qui finalement défendent les idées que j'ai toujours défendues dans ma jeunesse. Et d'autre part, quand je vois dans cette région l'évolution des Républicains qui n'ont pas hésité à avaliser au niveau national, à passer au niveau local un accord avec La République En Marche, eh bien je me dis que finalement je suis parti il y a 2 ans, mais j'aurais peut-être dû partir avant. Allez, Florent Provençal et François Tonneau du service politique de la Provence vont vous interroger. Première question, Florent Provençal. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Pour clarifier les choses, vous habitez vraiment à Avignon ? Pour clarifier les choses, ma famille habite à Paris, j'ai une résidence à Avignon, je suis aussi à Bruxelles. Mais pour clarifier les choses, soyons clairs, est-ce que je ne suis pas de la région? J'ai été candidat aux dernières élections municipales à Avignon. J'étais sur la liste de Madame Anne-Sophie Rigaud. Vous croyez que, à l'époque, si j'avais pas été un candidat entre guillemets en règle, il s'en serait pas aperçu à la mairie d'Avignon qui a un maire socialiste? Voilà. Donc, dans cette campagne, Renaud Muselier essaye d'allumer des contre-feux pour enfumer un peu tout le monde. Est-ce que je serais pas de la région? Ah bah écoutez, j'ai grandi à Valréas, à Queyranne, à Avignon, où j'étais au petit séminaire, après à Aix-en-Provence. Ça a été dit, j'ai été 18 ans maire de Valréas, 12 ans conseiller général, 20 ans député du Vaucluse, jamais battu dans aucun de ces mandats. Je suis toujours parti volontairement parce que j'estime que je n'ai pas une mentalité de notable, je n'ai pas envie de m'accrocher jusqu'à 80 ans. Il y a un moment où il faut savoir passer la main quand on a tout donné pour que laisser à d'autres sa chance. Voilà, donc sincèrement, tout ça, ça finira bien sûr très rapidement. Donc vous êtes serein par rapport à l'audience qui aura lieu mercredi au tribunal judiciaire d'Avignon? Très serein. Voilà, par contre, je trouve que, vous savez, ça fait partie de ces manœuvres pour essayer de disqualifier vos adversaires. Est-ce que je ne serai pas de la région? Voilà, puis si vous voulez que... Mais je ne veux pas m'engager sur le même terrain de M. Muselier. Voilà, M. Muselier, par exemple, a demandé la nationalité mauricienne. Est-ce qu'il n'est pas français? Bien sûr qu'il est français. Après, c'est son droit d'avoir fait, à un moment, j'allais dire, une démarche dans un autre pays. Voilà. Oui, je suis bien sûr de cette région. Toute ma famille est de cette région, donc voilà, ce genre de procès est un peu stupide et ça me rappelle la menace qu'il a dit en disant je porterai plainte en diffamation contre vous parce que vous osez dire que j'ai 212,85 emplois plein temps à mon cabinet. Il n'y a jamais eu de plainte jusqu'à présent. Là, il y en a une de plainte pour le coup sur la domiciliation.
Pour vous, ça va faire pchit? Ah ben complètement. Ouais, Là, je suis complètement tranquille. En tout cas, sur les propos que j'annonçais sur son cabinet, à ma connaissance, il n'y a pas de plainte. Puis soyons sérieux là aussi. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une plainte. Je vous rappelle que je ne fais que lire le rapport des magistrats de la Chambre régionale des comptes. Donc, vous savez, je crois que c'était Charles Pasqua qui disait quand on a une affaire, on crée une autre affaire pour embrouiller l'affaire et tout. Monsieur Muselier a au moins retenu cette leçon. Une autre question. Vous parlez de Charles Pasqua, justement. Voilà, ça nous ramène un petit peu à votre histoire personnelle. Vous évoquiez tout à l'heure la raison pour laquelle vous étiez passé au Rassemblement national en expliquant les manquements, hein, si je comprends bien, des Républicains. Au-delà de ça, il y a quand même des différences entre le Rassemblement national et les Républicains, sur des valeurs notamment. Sur quelles valeurs? Attendez, à chaque fois, pardonnez-moi, mais à chaque fois qu'il y a un problème, on dit on n'a pas les mêmes valeurs, ou alors on n'est pas républicain. Premièrement, est-ce que les élus du Rassemblement national ne sont pas républicains? Ceux qui ont perdu des élections, ils souhaitent bonne chance à leurs successeurs, et quand ils ont gagné, ils font la fête. Voilà, ils respectent les lois de la République. Et on n'aurait pas les mêmes valeurs. Ça, c'est la phrase que dit la droite depuis des mois, sans savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Il y a des programmes différents. Oui, il y a des programmes différents. C'est sûr que, par exemple, aujourd'hui, pour protéger les frontières, eh bien, je fais plus confiance à Marine Le Pen et au Rassemblement national que, par exemple, aux Républicains qui votent la répartition des migrants autoritaires dans les différentes régions au niveau européen. D'ailleurs, M. Muselier l'a voté. Vous nous disiez, je regrette presque de ne pas être parti plus tôt. Qu'est-ce qui ne vous a pas fait partir plus tôt du côté de Marine Le Pen? Vous savez, moi j'ai commencé comme militant colleur d'affiches, j'ai pas fait l'ENA, je fais des études universitaires, j'allais dire classiques, et vous avez une certaine fraternité entre ces militants qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu à certains moments. C'est pas facile de dire à un moment, voilà, je pense qu'on s'est trompé, je pars. Voilà, donc c'est vrai que je suis resté jusqu'au bout. À un moment, je vous rappelle que j'avais créé en 2010 la droite populaire. C'était à l'époque où Nicolas Sarkozy faisait une large ouverture avec M. Kouchner, Mme Fadela Amara, M. Hirsch. Et pourquoi j'avais créé la droite populaire? Pour dire un message très simple. Il faut qu'on réalise notre programme, il faut que notre ouverture aille jusqu'à nos idées de droite avec lesquelles on s'est fait élire. Donc j'ai mis 42 ans à changer de formation, mais faites-moi au moins une grâce, c'est celle de considérer que, d'ailleurs c'est toujours les portraits que me dressent les journalistes, j'ai toujours été à la droite de cette formation politique. Mais M. Mariani, elle existe toujours, cette droite de la formation politique, notamment M. Ciotti ici ou M. Aubert. Quelles sont les différences avec eux? Oui, mais alors quand on a cité Ciotti, Aubert, Morano, Pelletier, j'ai du mal à en citer un cinquième. Hein. Voilà. Heureusement, oui, il reste... Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est quand même deux élus importants, M. Ciotti dans le 06 et M. Aubert en 84. Vous avez entièrement raison, mais vous avez remarqué que, M. Ciotti ne soutient pas la liste, il est cohérent. 2, que M. Aubert est aux abonnés absents, il est cohérent. Voilà. Par contre, ceux qui soutiennent la liste aujourd'hui, prennent sur eux le fait de cautionner une liste, je le répète, où il y a 38 personnes qui soutiennent Emmanuel Macron. Et pas des moindres, je prends que dans les Bouches-du-Rhône 3 exemples, si vous le permettez. Bertrand Masfressinet, c'est quand même le référent de la République d'En Marche dans les Bouches-du-Rhône. Et prenons 2 autres candidatures, Jean-Pierre Cérus, Caroline Posmentier, tous les 2 étaient numéro 1 et numéro 2 de la liste sénatoriale d'En Marche. Donc la présence d'En Marche est évidente et la présence des supporters du président de la République est évidente. Monsieur Estrosi, au moins il est honnête depuis un certain nombre de temps, il dit qu'il faut soutenir Macron dès le premier tour des présidentielles. Madame Chantal Eméhoud, tête de liste dans les Hautes-Alpes, elle soutient ouvertement Monsieur Macron. Donc dans cette région, si le 27 juin, M. Muselier gagne, c'est d'abord à l'Élysée et à Matignon qu'on sablera le champagne. Et puis ensuite, surtout, si jamais il gagnait, il est l'otage de ce groupe qui représentera à peu près une trentaine d'élus au Conseil régional qui sont bien plus proches de M. Macron, comme je le disais, que des Républicains. Aujourd'hui, je pense que les électeurs de droite qui, comme moi, se reconnaissaient au-delà des partis dans une droite de conviction, ne se reconnaissent pas dans Renaud Muselier. Mais ça, on posera la question évidemment à Renaud Muselier demain, hein, quand il vous expliquera. J'ai vu qu'il y a 15 jours, il y en avait 15 de macronistes, la semaine dernière 7, et ce matin, j'ai découvert qu'il y en a 5.
Décidément, chaque jour, ça diminue. On lui posera la question demain, François. Mais restons encore un peu avec vous. On l'a dit, vous êtes dans le parti de Marine Le Pen. Je ne suis pas adhérent. Vous n'êtes pas adhérent, mais j'ai bon, ma propre formation qui s'appelle la droite populaire, mais je pense, soyons clairs, je travaille avec le Rassemblement national au Parlement européen et je soutiens Marine Le Pen. Vous conduisez leur liste, donc il Oui, n'y a aucune équivoque là-dessus. On est d'accord. Et dans cette liste ou dans votre entourage proche, il y a des gens qui sont clairement assumés d'extrême droite. Pensons à vos deux directeurs de campagne qu'on connaît bien, Frédéric Boccaletti, Philippe Vardon, qui sont conseillers régionaux déjà depuis 6 ans. Philippe Vardon, il vient du bloc identitaire, c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué son appartenance à la droite identitaire niçoise. Donc, voilà, c'est clairement à l'extrême droite. Frédéric Boccaletti, c'est un maurassien, il avait une librairie à Toulon, Antinéa, c'est le nom d'une œuvre de Charles Maurras. Charles Maurras, c'est quand même quelqu'un qui était de l'Action française, antisémite notoire. Enfin, je veux dire, ils ont des convictions qui leur appartiennent, aucune raison de les contester, mais vous, qui venez du gaullisme, comment faites-vous pour mixer avec eux, quoi. Ils ont eu des convictions et des engagements dans leur jeunesse que je ne partage pas, qui, par exemple, par moments, ils regrettent. Mais aujourd'hui, c'est des hommes différents. Je veux dire, on me met à chaque fois l'image de M. Vardon et d'une photo et d'un concert auquel il a participé. Il avait 15 ans. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Il est marié, il a des gosses, il est diplômé d'enseignement supérieur, il a fait ses preuves au municipal à Nice où il a fait plus de 20%. Je vais vous dire pourquoi on attaque, moi, Philippe Vardon avec autant de force. Parce que Philippe Vardon est un combattant politique redoutable. Je vous rappelle qu'il a fait condamner Christian Estrosi parce que la mairie de Nice louait à un prix plus que préférentiel des locaux municipaux pour faire une mosquée. En plus, une mosquée qui était affiliée à l'UOIF. Deuxièmement, M. Boccaletti, pareil, je veux dire, il a fait une erreur qu'il regrette. Depuis, c'était il y a plus de 10 ans. Depuis, c'est un élu actif. Vous parlez de quoi, de la condamnation pour violence avec armes? Absolument. Et depuis 10 ans, c'est un élu qui est irréprochable. Et puis moi, ce qui me surprend, vous le doutez, depuis un mois, on vit presque ensemble. C'est quand les deux me montrent les SMS de sympathie qu'ils ont reçus à une époque de Renaud Muselier, qui quasiment les invite de messages sympathiques, etc., où par moments il dit même qu'ils sont sérieux. Comment Renaud Muselier peut changer de discours de cette manière? Voilà. On pourra toujours dire qu'il est en campagne. Oui, d'accord, mais j'ai aussi sur ma liste, quand je vois M. Muselier qui dit qu'on est une bande de sous-doués. D'abord, excusez-moi, ça me rappelle le mépris de M. Macron pour les Français, quand il disait lors d'une inauguration, dans cette gare où il y a des Français qui ne sont rien. Est-ce que vous pensez, par exemple, que Franck Alizio, qui a été conseiller ministériel dans 2 cabinets ministériels, est un sous-doué? Est-ce que vous pensez que David Racheline, qui a été élu et réélu dans sa mairie triomphalement, est un sous-doué? Que Jean-Louis Gégère, qui est sur ma liste, qui était l'un des présidents de commission de Jean-Claude Gaudin et qui a été l'un des acteurs déterminants pour que le projet ITER soit ici, est un sous-doué? De M. Fabre-Brespi, membre du Conseil d'État, que j'ai connu au cabinet de Pasqua, est un sous-doué. Je trouve qu'il y a un mépris de la part de Renaud Muselier, qui quand même me surprend beaucoup. Et en cela, je trouve qu'il devient de plus en plus macronien. C'est la campagne qui ne va pas, qui part pas dans une bonne direction. Comment vous la vivez, cette campagne? On voit beaucoup d'agacement de votre part, de la part de Renaud Muselier. De ma part? Beaucoup de pics, Alors moi, le bois chauffe quand même. Soyons clairs, vous deux, hein. Moi je suis fatigué, mais pas agacé. Je veux dire, je suis simplement un peu surpris des propos de M. Muselier, qui par moments explique que j'ai dit que je voulais quitter le Vaucluse parce que c'était, je ne sais quoi, des ploucs ou quoi que ce soit, qui va... C'est peut-être la chose... Vous traite d'imposteur. Hein? Oui, non mais bon, voilà. Usurpateur. Usurpateur de quoi? Parce que c'est son poste. Vous savez, quand je lis dans le Figaro, M. Renaud Muselier qui dit « j'y reste et je me battrai jusqu'à la mort », franchement, c'est des propos démocratiques, ça? C'est pas un peu de théâtre. Voilà, moi je suis candidat. Si les électeurs nous font confiance, j'en suis heureux et j'essaierai de faire honneur à ce mandat. Si je suis battu, je ne vais pas me suicider et je ne vais pas me dire j'y reste ici. Je veux dire, on a l'impression que la région est sa propriété, que cette fonction, elle est à lui. Et toute personne qui arriverait à contester son bilan est un usurpateur. C'est pas vraiment très démocratique, je trouve. Justement, revenons sur le fond. Quel bilan vous tirez de
de son bilan, enfin de sa mandature, une partie de sa mandature. Bah écoutez, d'abord, quand je l'écoute, j'entends toujours la même phrase, mon bilan est merveilleux et personne ne le conteste. Ben si, je veux dire, certains le contestent, dont moi. Et puis aussi, je vous rappelle, vos confrères qui ont analysé les différents... Il y avait une légère majorité quand même qui approuvait dans les sondages. Dans les sondages, il y avait une légère majorité de personnes qui approuvaient son bilan. Bah, heureusement, avec 14,9 millions de frais de communication, 100% d'augmentation de frais de communication depuis 6 ans, il y a au moins quelque chose qu'il a réussi, c'est sa communication. Mais vous savez, ce qui est intéressant, ce n'est pas les sondages, c'est quand je regarde des études qui sont faites par Le Figaro, c'est pas un journal à la solde de Marine Le Pen, ou le magazine que chacun peut acheter dans ses kiosques, il est en vente tout le mois de juin, Capital, les deux comparant toutes les régions. Parce que vous connaissez, c'est plutôt l'inverse du proverbe. C'est pour Renaud Muselier, c'est quand je me regarde, je m'admire, quand je me compare, eh bien je devrais douter de moi. 11, c'est pas le nombre de joueurs d'une équipe de foot, 11. C'est 11e quand on regarde les classements de Capital, magazine économique ou du Figaro. 11e pour l'investissement. C'est-à-dire qu'on est l'une des régions qui a le moins investi sur ces 6 dernières années. 11e sur l'endettement. 11e sur la gestion globale de la région. C'est-à-dire que sur ces 3 critères, selon Capital, et qui s'appuie sur une étude de l'Institut français de recherche sur les administrations publiques, l'IFRAP, on est à chaque fois l'avant-dernière région. Il y a un moment où on fait 12e, c'est-à-dire vraiment le pire, c'est augmentation du train de vie. Vous trouvez qu'une région où on a le record de France pour l'augmentation du train de vie du Conseil régional et où on est le 2e plus mauvais pour l'investissement, c'est une région bien gérée? J'espère que non, parce qu'autrement, si vous gérez comme ça les affaires de votre famille, il y a de quoi s'inquiéter. Allez, on va passer au programme. On est à peu près à un bon tiers de l'émission. François. Ça va très vite. On vous a suivi à plusieurs reprises pendant cette campagne. On vous a beaucoup vu et entendu parler de sécurité, alors qu'on sait bien que la sécurité, ce n'est pas la compétence première de la région, même si dans les trains, dans les lycées, on vous l'accorde. Pourquoi absolument vouloir mettre l'accent sur cette région bouclier, la sécurité, la sécurité, la sécurité? Est-ce que c'est un atavisme ou est-ce que c'est parce que vous préparez la campagne de Marine Le Pen? Non, c'est parce que c'est le principal problème qui préoccupe les habitants. Vous savez, dans les sondages, vous les regardez aussi bien que moi, il y a les intentions de vote, ça bouge, ça descend, voilà. Mais il y a surtout les préoccupations des gens. Dans les 3 préoccupations premières des gens, sécurité, immigration, emploi. Soyons clairs, immigration, la région n'a absolument aucune compétence. Et vous remarquerez que moi, je n'en parle pas. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de Renaud Muselier. Sécurité, on est compétent dans les trains. Puis-je vous rappeler là aussi que c'est plus 72% d'augmentation entre 2018 et 2019. Plus 72%. De quoi exactement? Des actes de violence dans les gares et dans les trains. C'est sur 2018-2019. Oui, parce que c'est la dernière année. L'ensemble de la mandature, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, ben c'est sûr que si vous prenez notamment l'année 2020 ou 2021 où il n'y a quasiment pas eu de train, ça a baissé. Voilà. Je vais vous dire une confidence, si jamais on ne prend aucun passager dans les trains, aucun ne se fait agresser. Voilà, et donc ça permet à M. Muselier... Je parlais du début de la mandature. Oui, d'accord, mais... Vous vous basez sur une étude qui était parue dans le Figaro, qui était une étude... Qui sont les chiffres de la sûreté ferroviaire. De la sûreté ferroviaire. Et ce qui compte, c'est l'évolution récente. Ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 7 ans, 8 ans. L'évolution récente, mais qui suit malheureusement l'évolution de toute la France, c'est, je le répète, plus 72% d'augmentation entre 2018 et 2019, qui est la dernière année représentative pour les transports ferroviaires. Ensuite, nous sommes compétents pour les lycées. Nous sommes compétents pour les aides aux communes. Donc, quand je parle de sécurité dans mon programme, à chaque fois, je prends 3 domaines où la région peut faire quelque chose. Quelle a été l'attitude de mon principal concurrent? Au début, il a dit la sécurité, c'est pas la région, on n'en parle pas. Et puis alors là, j'ai découvert quand même la semaine dernière, comme vous d'ailleurs, puisque je lis un bon journal qui s'appelle La Provence. Bonne lecture. Comment? Saine lecture. Oui, saine lecture. J'ai découvert qu'il avait proposé de faire 1500 places de prison. 1500 places de prison. Ben moi, je le dis très clairement, je ne le ferai pas. Ce n'est pas de la compétence de la région. Et puis, j'ai l'impression qu'ils jettent les millions comme ça. Vous savez combien ça coûte, 1500 places de prison? Je ne le savais pas moi non plus.
J'ai regardé, et tous vos auditeurs ou téléspectateurs peuvent faire de même, j'ai regardé sur Internet prix d'une place de prison. C'est 200 € par jour, par prisonnier, je crois. Non, pas, en investissement. C'est 200 000 par personne. Source, Institut Montaigne. Institut Montaigne qui est un think tank de centre droit. 200 000 multiplié par 1500, 300 millions. 300 millions. Est-ce que la région a de quoi investir 300 millions pour faire des places de prison? C'est le coût de combien de lycées? Et deuxièmement, pour finir sur le sujet, moi je dis très clairement, je ne pourrais rien faire en matière d'immigration. Ce n'est pas dans les compétences de la région. Alors non seulement Renaud Muselier, mais après nous avoir expliqué que la sécurité ne le concernait pas, après nous avoir expliqué qu'il voulait faire maintenant une place de prison, je l'ai vu aller à la frontière des Alpes, expliquer qu'il allait aider la police de l'air et les frontières à défendre les frontières. Alors on revient à vos mesures, on revient à votre programme. C'est pas sérieux. On revient à votre programme, mon programme, je l'ai dit. Vous-même, vous proposiez que pour 1 € investi par une commune dans sa police municipale, vous investissez 1 €. Oui, investi. Alors attendez, investi. Je peux anticiper votre question. Vous allez me dire, parce qu'Estrosi est champion pour la manipulation des chiffres, que ça va coûter 1200 millions, je ne sais plus quoi. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'on allait payer les policiers municipaux. Et à chaque fois, je prends des exemples très concrets. Je vais le refaire avec vous. Quand on installe la caméra de visiosurveillance, quand on achète des gilets pare-balles pour les policiers municipaux, quand on achète un véhicule, c'est de l'investissement. Là, on aidera d'1 €. Mais il est évident qu'après, on ne va pas payer toutes les polices municipales de toute la région. Donc, c'est de l'investissement. Vous avez chiffré déjà le coût? Bien sûr. On a dit très clairement qu'on mettrait 20 millions chaque année dans ces projets pour aider les communes. 20 millions chaque année. Allez, on va parler des transports, peut-être maintenant, avec vos propositions en matière de transport, M. Mariani. Transport, on vous a surtout vu avec les agents de la sûreté. Oui, d'ailleurs, c'est assez surprenant parce qu'ils étaient un peu déçus. Ils attendaient le président du conseil régional actuel. Il attend toujours, je pense, puisqu'il n'est pas venu. Mais oui, je suis allé discuter avec eux parce que c'est eux qui voient les transports du quotidien. Quand vous discutez avec un agent de sûreté ferroviaire qui vous explique qu'il s'est fait fracasser le nez par quelqu'un et que la personne, ils l'ont arrêté, remis au juge et que le soir, il est libéré, il y a de quoi comprendre leur désarroi. Votre proposition, c'est plus 70 agents par an, ça, pour arriver à 500 agents. Je vois que vous avez bien lu mon programme. À la fin, on travaille. Il y en a aujourd'hui 100. Renaud Muselier dit non, c'est 105. Alors allez, 105, soyons de bonne presse. Notre idée, c'est quoi? C'est d'avoir un niveau comparable à celui de l'Île-de-France, à population équivalente. Donc si on fait le prorata des populations, on devrait en avoir 500. Notre proposition, c'est à partir de 2022, parce que 2021, soyons sérieux, ce sera déjà bien engagé, nous embaucherons 70 agents de sûreté par an pour arriver à 500 à la fin du mandat. Voilà. Mais il n'y a pas que la sécurité dans les transports, il y a une grande question qui est celle de l'ouverture à la concurrence. On sait que Renaud Muselier y est favorable. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis toujours cohérent avec mes idées. J'étais favorable quand j'étais ministre. J'avais lancé le processus au Sénat, qui à l'époque avait fait un certain nombre d'études à ce sujet. Et donc, je l'ai dit et je le répète, moi, je suis favorable à ce que les trains soient sûrs et à l'heure. Sur renforcer la sécurité, à l'heure, il faut renforcer la qualité du service. Et donc, je poursuivrai la mise en concurrence. Donc, vous posez la mise en concurrence et vous continuerez les marchés qui sont lancés là sur le Oui, dans l'ensemble, oui. Après, je me méfie si vous voulez, dans les marchés, il y a toujours ce qu'on appelle les clauses particulières. Je vous prends un exemple. Renaud Muselier dit il faut une présence physique dans toutes les gares. Quand vous lisez la dernière convention, celle de 2019, c'est pas tellement ce qu'il y a écrit. Il y a marqué dans 20 gares, une présence permanente, dans 30 gares, une présence occasionnelle. Vous savez comme moi qu'il y a 145 gares. Ça veut dire en clair qu'il y en a une cinquantaine où il n'y a plus personne. Voilà. Nous disons clairement que nous voulons une présence dans toutes les gares. Mais si vous voulez, sans rentrer dans les détails, après vous négociez avec le prestataire qui sera choisi. Vous pouvez modifier certains critères. Et moi, je veux que les gens puissent avoir au moins une personne dans les principales gares et que, en 24 heures sur 24, chaque fois qu'il y a des TER, et que dans les autres gares, il y a aussi une présence physique. Ce que je veux, effectivement, c'est un meilleur service pour les usagers. Aujourd'hui, le service tel qu'il est rendu n'est pas suffisant, et donc je continuerai la procédure de mise en concurrence, j'ai toujours dit. Deuxième grande compétence de la région, l'éducation. Vous allez créer de nouveaux lycées? Il en manque? Alors, on a dit très clairement que d'abord, on fera une étude avec le rectorat, mais on a pris un engagement qui est le lycée de Fayence. D'ailleurs, avec une certaine cruauté, je me permettrai de rappeler qu'à 2 reprises, la région a déjà posé la première pierre. Ils attendent toujours la deuxième. Oui, c'est un projet en cours.
Ah non, il n'y a rien. Non. Sur le terrain, il n'y a rien. Je vous rappelle quand même que M. Estrosi est allé poser pour la deuxième première pierre et que le maire excédé a fini par ramener le panneau de chantier à la région. C'est pas un maire Rassemblement National, parce qu'il a dit qu'on se foutait de sa gueule, excusez-moi. Voilà, et donc c'est un lycée qui est promis depuis longtemps. Ensuite, nous verrons avec le rectorat là où c'est le plus utile. Mais nous voulons un lycée de la mer. Aujourd'hui, c'est à la fois un gisement d'emploi, et quand on discute avec les professionnels, ils ont du mal à trouver certains spécialistes. Pour être où, ce lycée de la mer? Dans le Var, à mon avis. Après, on verra. Après, c'est une discussion avec les communes. On verra la commune qui fera la meilleure offre. Mais vous voyez, quand je vois, par exemple, la Ciotat ou la Seine, je me dis que malheureusement, il y a des terrains qui sont certainement disponibles et qu'on pourra travailler avec les communes. Donc, je vois un lycée de la mer. Parce que c'est vraiment là où il faut, j'allais dire, booster certains métiers. Il y a déjà un centre de formation. Deuxièmement, ce qu'on veut d'abord, c'est aussi lancer un plan de restauration des lycées existants. C'est beau d'inaugurer des nouveaux lycées. Ça fait toujours plaisir. Mais moi, je me souviens, pour avoir siégé avec Jean-Claude Gaudin, que l'une de ses premières actions, ça avait été de lancer un plan ambitieux où il a remis... Quand il était président de la région. Hein. Absolument. 92 absolument, donc. Hein. Absolument. D'avoir lancé un plan ambitieux où il a restauré, réhabilité, etc., tous les lycées qui en avaient besoin. Or, je prends que 2 exemples qui sont cités à de nombreuses reprises. Le lycée Paul Cézanne, à Aix-en-Provence. Vous avez quasiment le gymnase qui est à 2 doigts de tomber sur, qui est en état dangereux, soyons clairs, ou un peu plus loin dans la région, le lycée climatique à Briançon, où on a des problèmes d'isolation et de fuite, ce qui est un peu particulier pour un lycée climatique. Mais au-delà de ces 2 exemples, il y a des rénovations à faire. Voilà, d'abord le point avec le rectorat. Je sais que chaque élu veut un lycée. C'est logique, mais l'intérêt, c'est de ne pas saupoudrer tout le monde, c'est de les mettre là où on en a besoin pour les élèves. Et deuxièmement, je veux restaurer les lycées existants, parce que si certains ont droit à des lycées neufs, tout le monde a droit à un lycée en bon état. Ah, il y a aussi la thématique sécurité qui revient sur les lycées. Vous avez choisi de créer des unités mobiles, si vous êtes élu, des unités mobiles de sécurité, si je ne me trompe pas sur la formulation, pour remplacer les actuels médiateurs. Mais quelle est la différence de compétences entre ces deux? Un médiateur, c'est des jeunes sympathiques qui sont en formation et qui sont là pour essayer de discuter et tout. C'est ce qu'on appelait avant, excusez-moi, sous la gauche, les grands frères. En cas de vrais problèmes de sécurité, en cas de trafic de drogue à proximité du lycée, malheureusement, ils ne sont pas, je ne les incrimine pas, ils ne sont pas formés pour, équipés pour, entraînés pour. Ça veut dire que vous auriez des unités mobiles qui seraient formées, équipées, on veut armées? De vrais agents de sécurité qui soient sans armes létales, soyons sérieux. Mais je veux dire, vous savez très bien que quelqu'un qui est formé, qui a, par exemple, qui a... Un peu comme les agents des trains, quoi, en quelque sorte. Oui, absolument. Absolument. Voilà. Mais on veut des gens formés qui puissent intervenir en cas de problème réel de sécurité. Allez, il nous reste un gros quart d'heure. On va passer à vos mesures en matière d'économie. Oui, le grand enjeu de ces prochains mois, c'est la sortie de la crise humanitaire sanitaire, et donc la crise économique, peut-être. Quels sont les moyens que vous allez mettre? La première priorité au niveau économique, je l'ai dit aux professionnels que j'ai encore rencontrés il y a 2 jours, ce sera de transformer Sud-Investissement en fonds souverain. On va passer l'été. Et puis soyons sérieux, je veux dire, la région ne peut rien faire en juillet-août. Voilà. Mais à partir de septembre, c'est là où on va commencer à avoir les vrais dégâts. C'est-à-dire on va comprendre qui s'en sort, qui risque de plonger. Au niveau notamment des hôteliers-restaurants, mais aussi au niveau de tout ce qui est entreprise. Eh bien, je veux que Sud-Investissement soit transformé en véritable fonds souverain pour pouvoir aider ceux qui sont au bord, j'allais dire, de plonger définitivement. Parce que là, je crains que dans notre région, on ait un certain nombre d'établissements en danger. Aujourd'hui, ils sont sous perfusion des aides du gouvernement, qui dans ce domaine ont été plutôt satisfaisantes. Mais malheureusement, un jour, ça va tomber. C'est logique. Deuxièmement, ce qu'on veut sur l'emploi, on veut absolument donner une priorité locale aux entreprises locales sur les marchés publics. Comment le faire? Comment ça se manifeste, ça? Comment ça se manifeste? Eh bien, par les clauses. Moi, j'ai regardé un peu ce qui se passe en Rhône-Alpes. Monsieur Vauquier, qui, alors lui, par contre, dans toutes les revues, a parmi les meilleurs bilans. Eh bien, ce que je veux, c'est par exemple mettre des clauses particulières. Et je vous prends 2 exemples.
vous pouvez mettre une clause sociale en disant je veux que sur ce marché de, on va dire, construction de lycée, au hasard, construction de lycée, eh bien, il y ait 5% d'apprentis de notre région. Et vous donnez une chance à des apprentis, vous donnez une chance à des jeunes qui sont en formation. Et surtout, forcément, il y a plus de chances qu'ils les prennent s'ils sont dans la région. Autre exemple, on peut mettre des clauses environnementales. Pardonnez-moi, c'est un peu de la discrimination positive. C'est de la discrimination positive, appelez ça, c'est pas une expression qui a bonne presse. Moi, je préfère dire que c'est une préférence régionale, voilà. Et puis ça a une logique. C'est plus dans la terminologie. Du ça veut dire que celui qui fait plus de social, reconnaissez qu'une entreprise, par exemple, qui prend des apprentis, qui les aide, qui les forme, eh ben, c'est plus utile à la société qu'une entreprise qui prend personne ou qui prend des travailleurs, qu'on appelle ça, des contrats détachés. Des travailleurs détachés. Voilà, des travailleurs détachés qui l'amènent de Pologne ou de je ne sais où. Deuxième exemple, je veux des clauses environnementales. C'est-à-dire que quand vous construisez, allez, reprenons le lycée de la mer, imaginons qu'on le construise à la Seine. Eh ben, c'est plus logique quand même de prendre une entreprise qui vient, on va dire, de Toulon ou de Marseille, qu'une entreprise qui viendrait de Toulouse ou de Lyon, parce qu'en termes de pollution, en termes de protection de l'environnement, ben forcément, les entreprises proches sont beaucoup moins nuisibles. Ça veut dire qu'il y aura un cahier des charges spécifiant ce genre. C'est légal. Oui, absolument. C'est ce qui existe dans certaines régions. Vous savez, quand on passe un marché, je reviens sur ce qu'on disait sur les gares, il y a ce qu'on appelle les clauses particulières. Dans les clauses particulières, vous pouvez spécifier certaines choses. Je veux, par exemple, pour les trains qu'on spécifie qu'il y ait une présence physique dans les gares et pas uniquement dans 20 ou 30. Et je veux qu'on puisse dire, par exemple, par les clauses environnementales ou les clauses sociales, eh bien, on peut privilégier les entreprises locales. Comment allez privilégier justement les TPE, PME? Comment vous allez les aider? C'est une grosse compétence de la région. Nous avons dit très clairement que nous doublerons l'aide aux entreprises. L'aide directe aux entreprises, c'est 40 millions. Alors, j'ai entendu notre concurrent principal dire c'est pas possible, ça va coûter très cher. Moi, j'ai regardé ces 2 derniers jours ce qu'il avait promis. Il a promis 200 millions pour le plan montagne, 300 millions pour la construction de prisons. Et puis là aussi, je lis un bon journal, La Provence. Le même jour, je vois qu'il a promis 10 millions pour l'aéronautique à Istres, si ma mémoire est bonne, 30 millions pour l'étang de Berre. Si on peut promettre et trouver 40 millions pour une matinée, je pense qu'on peut trouver 40 millions de plus pour aider nos entreprises. Vous allez les financer comment, vos mesures, vos propositions? Vous allez augmenter les impôts? Non, de toute façon, je vous rappelle qu'il n'y a quasiment plus d'impôts locaux. L'essentiel, c'est les dotations de l'État. Non, je veux dire, il y a un certain nombre de mesures où on peut faire un certain nombre d'économies. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, sur la formation professionnelle, il y a énormément de crédits qu'il faut les revoir, et qu'il faut les revoir surtout avec un seul objectif, quelle est l'efficacité. Quand j'interroge un certain nombre d'entreprises, ils me disent très souvent, on n'a pas le retour sur les résultats. C'est-à-dire, c'est beau de prendre 30 jeunes en formation, dans une formation sympathique, mais la vraie question, c'est combien ont trouvé un job à la sortie sur 30 ? Si c'est 0, il y a un problème. Si c'est 10, c'est déjà pas mal. Si vous réduisez les budgets de la formation, vous n'allez pas vous faire que des amis, là? Non, on peut simplement choisir des formations qui débouchent sur quelque chose. Voilà. Quand je relisais le catalogue des formations, j'avais l'impression de relire celui du temps de Michel Vauzel. C'était efficace à une époque, mais je veux dire, il faut revoir un certain nombre de formations et puis des économies, je peux le rappeler, qu'on peut en faire, par exemple, sur le train de vie. Vous savez, si on passait ne serait-ce que le cabinet de 218,85 équivalents temps plein à une centaine, je pense qu'on s'en sortirait très bien. Moi, j'étais ministre des Transports avec, entre le cabinet officiel et ceux qui y étaient rattachés, une trentaine de personnes. Et j'avais quelques responsabilités qui étaient route, transport, port, voie ferrée. Donc, la région est importante, mais on n'a pas besoin de 200 personnes. Le budget de la culture, vous le pérennisez tel qu'il est aujourd'hui? Le budget de la culture, alors là, ça fait partie des mystères. Parce que j'entends Renaud Muselier, qui est un spécialiste de la manipulation des chiffres, dire « je l'ai augmenté de 30%. » Je vous invite à regarder le budget de la culture. 51 millions en 2016, 50 millions aujourd'hui. C'est-à-dire en réalité une diminution de 2%. Il sort en permanence 30%. Je constate que mon concurrent socialiste a les mêmes chiffres que moi. Ou alors on nous dit que les chiffres du budget ne valent rien dire. Eh bien, nous avons dit très clairement que nous sanctuariserons, c'est-à-dire en clair, qu'au pire ce sera pareil. Voilà, on ne baissera pas, en clair, les crédits de la culture. Pour les mêmes, vous allez faire une chasse aux sorcières, comme s'inquiètent certains organisateurs de festivals, notamment dans le Var. Monsieur Provençal, j'ai été... un historique quand même fort. Comment ?
avec un historique fort avec M. Chevalier en 95. C'est Mathusalem, c'était il y a 25 ans. Moi, mon historique, excusez-moi, il est entre 1992 et 2000, quand j'étais vice-président du Conseil général chargé de la culture. Si vous trouvez une compagnie qui a expliqué que je l'ai massacré, je suis intéressé. Oui, d'accord, mais attendez, vous avez raison. Parce que vous croyez que dans le Vaucluse, ils sont plus à droite, les compagnies de théâtre, qu'ailleurs. Vous voyez, vous souriez, vous avez vous-même la réponse. Non, soyons sérieux. Alors, bien évidemment, ils ont apporté leur soutien de manière assez, et ça c'est un fait, c'est pas. Oui, vous savez comment ça s'est passé. J'en ai deux qui m'ont téléphoné pour me dire on a signé, on n'avait pas tellement le choix, on nous a dit tu signes là, on ne sait même pas s'il y a eu 30% d'augmentation. Moi je trouve le procédé un peu, j'allais dire à la limite stalinien ou soviétique, quoi. La région vient et dit. Vous pensez qu'un Olivier Py se fait. Je pense qu'un Olivier Py, pardonnez-moi, est quelqu'un de très compétent au niveau de la culture, mais très sectaire au niveau de la politique. Quand je vois que M. Olivier Py dit si on me donne des subventions et que la région est Rassemblement National, je les refuserai. Festival d'Avignon, 800 000 €. Je vais vous dire, il y a beaucoup d'associations qui seront très contentes d'avoir cela. Mais oui, vous allez discuter avec lui si vous êtes élu. Mais moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde. Je dis simplement que quand je vois une réaction comme il l'a fait, celui qui n'est pas républicain, c'est lui. Quand on donne de l'argent en tant qu'institution pour une subvention, c'est pas les républicains, les socialistes, le Rassemblement National ou je ne sais quoi qui les donne. C'est la collectivité publique en reconnaissance d'un service. C'est quoi une subvention? C'est vous faites une mission de service public, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la culture, etc. Pourquoi vous voulez qu'on le supprime? Voilà, je vous rappelle quand même que quand j'étais maire de Valréas, j'ai créé un festival de théâtre de rue. Je dis ça au passage. J'ai présidé aussi, vous le savez, pendant plus de 20 ans, un festival d'opéra, un orchestre symphonique. Voilà. Mais dans la série, Subversif, le théâtre de rue, c'est très bon. Je peux vous dire qu'ils sont rarement en votre faveur. Moi, ça ne me fait pas peur. Je veux dire, il est évident que les grands acteurs culturels de notre région peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Allez, on a encore quelques questions. Il nous reste 7-8 minutes avant de terminer cette séquence, cette interview. François ou Florent? Oui, une petite question qui va vous faire tressaillir, mais... Allez-y, pardon. J'y vais. La communauté arménienne est vent debout actuellement contre vous, parce que vous êtes un soutien assumé de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, je vous remercie de me poser cette question, parce que j'ai essayé de les voir, ils ont refusé à plusieurs reprises. Là aussi, peut-être rappeler juste pour les auditeurs la guerre qu'il y a eu récemment dans le Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Cette guerre-là, elle fait suite à une guerre qui a eu lieu en 1992 où une partie du territoire est occupée, etc. D'abord, je voudrais vous dire une chose, je suis profondément choqué quand je lis de la part de M. Renaud Muselier qu'il a les communautés avec lui. Je crois avoir lu qu'il avait les communautés israélites et les communautés arméniennes. Si je suis sûr de ce que je lis, de ce que je dis, je l'ai lu à 2 reprises. Moi, je ne fais pas de campagne au communautarisme en m'adressant à telle ou telle communauté. Voilà, je fais une campagne en m'adressant à tous les Français. Et pour moi, qu'on soit arménien, italien, juif, protestant, catholique, c'est les mêmes habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Deuxièmement, sur le sujet spécifique. En fait, Renaud Muselier me reproche d'avoir eu exactement la même attitude que lui. Puis-je vous rappeler, parce qu'il a peut-être oublié, que son premier voyage, quand il fut secrétaire d'État, il ne fut jamais ministre, pardon, quand il fut secrétaire d'État aux affaires étrangères, son premier voyage, ça a été en Azerbaïdjan, où il a rencontré M. Aliyev, le père de l'actuel président. Et je vous invite à relire les déclarations qui figurent sur le site du Quai d'Orsay. Il dit exactement la même chose que ce que j'ai dit pendant les 3 années où j'étais président du groupe d'études sur l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire la reconnaissance des frontières internationalement reconnues. Donc voilà, je trouve que l'instrumentalisation d'une communauté est quand même assez surprenante, surtout qu'au moment où on aurait pu faire quelque chose, il a dit exactement la même chose que moi. Voilà, moi je ne change pas de position pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Mes amitiés avec certains pays sont connues. Voilà. Et puis, je finirai sur cette question. Franchement, quand on connaît un tout petit peu le Caucase Sud, je suis allé dans les 3 pays du Caucase Sud, Géorgie, Azerbaïdjan, Arménie, plusieurs fois, j'ai été reçu par le président Sarkissian. Il y a 2 solutions. Ou on entretient la guerre de 100 ans et les pays, et surtout l'Arménie, qui est un pays,
passionnant mais malheureusement pauvre, se ruine dans un conflit qui dure l'éternité face à l'Azerbaïdjan qui est riche à cause du pétrole, où on essaye de favoriser la paix. Enfin, et puis j'arrête sur le sujet, j'admets pas qu'on transforme mes positions, et c'est facile à vérifier. J'ai voté pour la reconnaissance du génocide arménien, j'ai voté pour la pénalisation de la négation du génocide arménien, et je trouve que l'intégration de la communauté arménienne à la France est une intégration aussi bien réussie que celle des Italiens, si vous permettez. Vous êtes italien vous-même, d'origine? D'origine. Des Abruzzes? Voilà, ouais, absolument, vous avez bonne mémoire. Voilà, et donc, mais je ne savais pas franchement que l'avenir de Provence-Alpes-Côte d'Azur se jouait dans le Caucase Sud. Mais votre personnalité est clivante sur ce sujet, puisque on vous interroge souvent, pas nous, mais beaucoup de gens, sur vos amitiés en Syrie, en Irak. À chaque fois, vous dites, moi j'y vais pour défendre les chrétiens d'Orient. Oui. C'est ce que vous dites. En Arménie aussi, ce sont des chrétiens d'Orient. Et c'est pour ça que la communauté arménienne est très présente dans le Sud. C'est pour ça qu'on insiste. Depuis moi je veux bien qu'on parle de l'Arménie, tout le débat. Non, mais depuis 1992, où il y a eu une première guerre, ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre où il y a un conflit de territoire. Excusez-moi, c'est un conflit de nationalisme. Alors je veux bien que certains essayent de transformer ça en guerre de religion. C'est assez flou quand même là-bas, hein, sur ce sujet-là. Enfin, on ne va pas faire la soirée là-dessus. Enfin, voilà, je veux dire. Puis-je vous rappeler quand même que les deux supports de l'Azerbaïdjan, c'était qui? La Turquie, oui, qui est islamiste, et Israël. Israël, c'est un pays islamiste? Vous pensez que Israël sera allé soutenir un État islamiste? Voilà. Donc on peut faire des raccourcis simplistes. Reconnaissez-moi une qualité. J'ai jamais caché mes opinions. Et moi, je ne changerai pas d'opinion pour gagner une élection ou quoi que ce soit. Parce que, je le répète, si je suis élu président de cette région, je pense que mon rôle, il est plus éventuellement de favoriser le dialogue entre ces deux peuples, que d'entretenir c'est confortable quand on est à l'étranger de dire allez-y, voilà, que d'entretenir un conflit où on sait très bien que malheureusement la disproportion de richesse entre les deux pays, on l'a malheureusement vu, fait que le combat est totalement inégal. Vous évoquiez vos autres amitiés dans d'autres pays. C'est quoi vos relations avec Poutine et Assad? Vous allez continuer, si vous êtes élu, vous continuerez à faire des voyages en Russie, en Syrie? Oui. Mais pourquoi je m'arrêterais? Je veux dire, d'abord, je ne l'ai jamais caché. Puis, excusez-moi, j'ai ma belle-mère, accessoirement, en Russie, mon fils a sa grand-mère. De manière professionnelle. Oui, mais non, mais je pense que, moi je suis fidèle à la tradition gaulliste. Je pense que l'intérêt de la France, c'est d'avoir des relations équilibrées entre notre meilleur allié, mais aussi qui est notre pire concurrent économique, qui sont les États-Unis, et un pays comme la Russie. C'est ce que De Gaulle, c'est ce que Mitterrand, c'est ce que Pompidou avaient compris. Voilà. Aujourd'hui, attendez, franchement, quand est-ce que le dernier cosaque russe a quitté le territoire français? 1815, il y a 2 siècles. Ça fait 2 siècles qu'on n'a pas eu la moindre... Si, on a été en guerre avec eux pour la guerre de Crimée, pardon. 1853, bon, voilà. Donc ça fait 1 siècle et demi, 170 ans exactement, qu'on n'a plus été en guerre avec eux. Qu'on arrête de créer un conflit artificiel pour entretenir le lobby militaire. Il nous reste 2 minutes. Alors, une dernière question, Florent. Dimanche 27 juin, vous êtes élu. Quelle sera votre première décision? Je l'ai dit, en termes d'emploi, ce sera de transformer ce fonds pour aider tous les entrepreneurs, Sud Investissement, pour aider tous les entrepreneurs qui vont se trouver en difficulté à l'automne. Deuxièmement, ce sera de lancer le plus vite possible le recrutement d'agents de sécurité, parce qu'il faut les former, etc., pour les trains. Et puis, troisièmement, ce sera peut-être un peu de réduire le train de vie de la région, qui, je le répète, est celui qui a le plus augmenté en France. Merci Monsieur Mariani, merci François Tonneau, merci Florent Provençal. Je vous rappelle que la grande interview toute la semaine, c'est évidemment les interviews des principales forces politiques engagées dans ces élections régionales. Nous avons reçu aujourd'hui Monsieur Mariani, nous recevrons Renaud Muselier mardi, demain, et nous recevrons Jean-Laurent Feldia mercredi. La grande interview, c'est également 2 pages à lire demain matin dans les colonnes de la Provence. Merci à tous d'avoir suivi cette grande interview. À demain avec Renaud Muselier. Merci beaucoup.